L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Ma prochaine invitée, la dernière fois que vous l'avez vue à la télévision, c'est ma TV, elle était à Corail. Corail est une petite municipalité, elle me reprendra si j'ai tort, à près de 400 km à l'ouest de Port-au-Prince. Exactement. Pas pire, hein? Tu es très bon. Louis Soucy, bonjour. Bonjour, Michel. Merci d'être là. Bien, merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir d'être là et de te voir aussi. Oui, mais surtout, nous, on est contents de te voir. Parce que c'est ce qu'on va raconter aujourd'hui et demain, parce qu'elle va revenir demain, pour nous parler de ce qu'elle a vécu, parce qu'elle est allée aider ces gens qui ont vécu un séisme il y a... ça fait combien de temps? Le 14 août. Non, c'est le 14 août de cet été. Oui, tout à fait. Okay. C'est quand même un séisme assez important, là, un tremblement de terre. Et là, tu es parti parce que tu es déjà allé. C'était pas la première fois que tu y allais, là. Mais là, tu as décidé d'aller aider ces gens-là à nouveau. Et le 1er septembre, tu es reparti pour t'en aller à Corail. On sait ce qui se passe à Haïti avec le décès du président, là, l'assassinat du président d'Haïti. Tu es parti. Alors, à partir du moment où tu as débarqué de l'avion à Port-au-Prince, raconte-nous ce qui s'est passé pour... Parce que moi, je vois ces deux jeunes filles, là, et c'est tellement pas l'image que j'ai de Corail. Tout à fait. Mais c'est ce que je veux que tu nous décrives, comment... Parce qu'elles sont heureuses, là. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, le 1er septembre, à Port-au-Prince, tu embarques dans une voiture pour t'emmener à Corail. Explique-nous comment ça s'est passé. Bien, je te dirais même qu'avant de partir, le tremblement de terre a eu lieu le 14 août. Et moi, dès la journée même, je savais que j'allais partir. Je ne savais pas encore comment, de quelle façon, parce qu'il y avait encore les contraintes sanitaires qui étaient plus sévères. Il n'y avait pas de vol direct pour se rendre à Corail non plus, bien, pour se rendre à Port-au-Prince. Donc, il y avait toute la logistique là, qui était difficile. Mais bon, finalement, j'ai été bénie et j'ai eu l'opportunité de prendre le premier vol pour Haïti le 1er septembre. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie. En sachant pas trop dans quoi je m'embarquais. Même si ça fait plusieurs fois que je fais des missions à Corail, en Haïti, cette fois-ci, je savais profondément que ça allait être différent. C'est un séisme de 7,2 de magnitude sur l'échelle de Richter. C'est le séisme le plus important de l'histoire. Qui en contient 9. L'échelle de Richter en contient 9, donc 7,2, ça vous donne une idée là, de l'importance. On voit d'ailleurs des images. Ah, tout à fait, exactement. Et puis, c'est le séisme le plus grave de l'histoire d'Haïti. Alors, écoute, l'épicentre était tout près de Corail. Donc, pour moi, là, je savais que j'allais arriver dans quelque chose qui allait être troublant, pour lequel j'allais sûrement pouvoir contribuer à améliorer la situation, mais je ne savais pas exactement à quoi m'attendre. Et effectivement, quand je suis arrivée à Corail, j'ai réussi à avoir un vol direct le 1er septembre. Je suis arrivée à Corail le soir même. On fait bien de la magie des fois. On réussit à s'organiser. J'avais bien planifié mon arrivée parce que la situation de sécurité est très importante. Il y a des enjeux. Bon, on sait que Port-au-Prince et Corail, c'est 400 km, tout près de 400 km, mais c'est pas l'autoroute 20, là. Non. OK? Et tu te rends là comment? En voiture? Bien, en partie, oui. En partie, oui. Puis, on prend différentes routes. On ne fait pas les trajets habituels. On change totalement notre façon de voyager actuellement parce que la situation de sécurité est trop dangereuse. Il y a des rebelles qui... Tout à fait. Il y a des gangs armés. C'est vraiment eux qui contrôlent le pays actuellement. Il y a plusieurs gangs, je te dirais les principaux là, qui contrôlent Martissan et Fontarama, qui nous permettent d'aller dans le Grand Sud. C'est les 400 Maozo. Écoute, c'est des bandits, c'est terrible, là. Il y a des kidnappings tous les jours. Et c'est sûr que d'être blanc,
d'être missionnaire en plus, donc d'appartenir ou de représenter une organisation, bien, écoute, on représente beaucoup d'argent. Alors, c'est ce qu'ils souhaitent, hein? C'est de l'argent. C'est pas tant le pouvoir que l'aspect financier. Alors, on doit changer notre façon de circuler dans le pays. Ça, écoute, on pourra en parler. La sécurité, c'est tout un, c'est tout un enjeu, là, actuellement. Et je suis arrivée le soir même à Corail. Je suis arrivée avec un ami que j'apprécie beaucoup et avec qui je me sentais en sécurité aussi. Et il me disait tout le long de la route, Louise, tu vas être saisie. Ça veut dire que tu vas être très étonnée, tu vas être très surprise. Prépare-toi, écoute, tu vas avoir un choc. Bon, écoute, pour ma première mission à Corail, je connais bien le secteur, mais là, tout le long de la route, mes amis, et déjà, là, j'étais envahie par un sentiment de « mais qu'est-ce qui m'attend? » Le décor avait changé, les routes étaient brisées, crevassées, des éboulements. C'était vraiment compliqué. Et quand je suis arrivée à Corail, écoute, on était à la grande place et je lui ai demandé d'arrêter. J'ai descendu de la voiture et, écoute, j'ai pris le temps de marcher et d'observer, de parler avec les gens. J'étais sans mots. Sans mots. Oui, vraiment. Je suis encore émue. Oui. Je suis encore émue. Bon. À partir du moment où tu arrives, le lendemain, là, tu rencontres ces gens-là. Comment ça se passe? Bon, c'est pas la première fois, tes gens te connaissent. Tu m'as parlé qu'il y avait 2 sœurs qui étaient là. Oui, tout à fait. Les sœurs des religieuses, là. Oui. Alors, est-ce qu'elles étaient là? Oui, bien sûr, elles étaient là. Sœur Swilly, Sœur Déouza. Écoute, ça, c'est 2 amours, ce sont 2 anges. Elles ont vécu cette situation-là d'une façon extraordinaire. Elles sont pleines d'amour et de bonté, hein. Elles sont habitées par une force, là, que j'ai encore de la difficulté à comprendre. Elles ont ouvert les portes de la fraternité. Elles sont allées chercher du matériel au dispensaire parce que, bon, le dispensaire lui-même était trop abîmé. On ne pouvait pas soigner les gens sur place. Elles ont soigné les gens. Elles ont accueilli les gens aussi à la fraternité, nourri des gens qui se sont trouvés sans logement. Alors, elles ont été très, très, très fortes malgré la situation qu'elles vivaient elles-mêmes. Hein. C'est une peur terrible là, de vivre tout ça et de voir la ville s'effondrer. C'est plus de 60 des maisons qui se sont effondrées, des édifices, des bâtiments. Les gens se sont retrouvés à la rue. Alors, les sœurs étaient là pour les accueillir puis les aider et faire tout ce qu'elles ont pu. Elles sont remarquables. Michel, ce sont vraiment des femmes qui ont une force extraordinaire et elles sont inspirantes. C'est un beau modèle. Des religieuses dans le plein sens du mot. Ah, tout à fait. Maintenant, toi, oui. C'était quoi ta mission? Si je peux dire ça autrement, parce que tu as joué le rôle d'une missionnaire. C'est un peu ça ce que tu as fait. Oui. Un peu beaucoup, là. Ah, tout à fait. Écoute, bon. Explique-nous le travail que tu faisais quand tu te levais le matin. Oui. C'était quoi tes tâches? Est-ce que ce sont des tâches assignées ou c'est toi qui décides ce que tu vas faire? Comment ça se passe? C'est moi qui décide. Bon, écoute, la mission, mon mandat était d'aller évaluer les infrastructures, les nôtres et celles de la communauté, et d'apporter l'aide qu'on pouvait faire. Procéder à de la reconstruction, trouver des solutions pour de l'eau potable, bon, et ainsi de suite. Quand je suis arrivée sur place, bon, c'est bien beau. On est au Québec, on se dit, bon, oui, on va faire ça. Mais quand on arrive sur place, là, on se rend compte qu'on doit prioriser. Hein? Faire une liste de priorités. Je vais te dire, Michel, là, quand on est dans des besoins de base, les gens n'ont plus de maison, il n'y a pas d'eau potable, tu n'as rien à manger, tu n'as plus rien, tu n'as pas de vêtements, tu n'as même plus de marmite pour cuisiner. Mes amis, et je dois faire des priorités, moi. Je dois prioriser tout ça. Ça a été un autre choc. Parce que rapidement, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas tout faire. Et là, je me suis dit, OK, il faut que je me concentre. Et là, j'ai joué la gestionnaire. Alors, mon premier matin, je me suis levée très tôt pour aller voir de clarté la ville, marcher, aller parler avec les gens, rencontrer Sylvain aussi, notre chargé de projet. On avait rendez-vous ensemble, bien sûr, pour commencer à travailler. Alors, j'ai visité, j'ai rencontré les gens.
Ça a été extrêmement émouvant. Vraiment, tu sais. Et je connais Mais c'est ces des gens, gens-là. parce que c'est pas la première fois que tu y vas, c'est des gens que tu connais. Là. Oui, tout à fait. Et je sais qu'il y avait une maison à tel endroit. Je le sais. Et là, je vois juste une tonne de débris. Et là, je vois des gens qui sont encore blessés. Je vois des gens traumatisés. Et je les comprends parce que moi-même, ça a été un choc de voir cette situation-là alors que je n'ai pas vécu le tremblement du 14 août. Alors, ça a été les premiers temps, là, les premiers jours, ça a été de comprendre ce qui s'est passé, d'évaluer et de me questionner, OK, qu'est-ce que je vais faire? Comment j'organise mon temps? Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, là? Je commence où? Et à force de discuter avec les gens, tout le monde me parlait de l'école. Tout le monde me disait, l'école, c'est important, on doit reprendre la classe, les classes pour les enfants, il faut occuper nos enfants. Et effectivement, les enfants traînaient dans les rues, bon, ils n'ont rien pour s'occuper, alors on devait reprendre les classes rapidement. Et pour ça, bien, on devait réparer l'école. Alors, pour moi, ça a été un constat rapide. On voit justement, bon, bien ça, c'est une des écoles qui a été complètement détruite. C'est l'école du 3e cycle, où on voit la pelle mécanique. C'est l'école, ça? Oui, ça, Okay. c'est l'école. Il y avait une école là. Oui, tout à fait. Et on voit un des murs de notre école, Saint-Jean-Bosco, l'école du 1er cycle, qui était très abîmé, qui était encore debout, mais qui était très abîmé. Le 2e cycle était encore plus. Alors, on se retrouve avec... Et là, on est cloisonné. Avec cet espace-là, c'est bien beau, là. J'ai besoin, moi, de camions de sable, j'ai besoin de faire venir des matériaux. Comment je fais venir ça? Toute la logistique, l'organisation du terrain. Je peux pas. J'ai plus d'accès, là. J'ai juste des tonnes de remblais, des tonnes de roches partout, des débris. Il y a l'église devant la pelle mécanique, les débris de l'église. Alors, OK, comment je fais, moi, pour amener tous les matériaux pour réparer notre école? Et là, j'ai 2 beaux petits mounes, là, 2 beaux petits garçons avec qui, d'ailleurs, j'ai discuté, qui, eux, étaient assis là et qui me disaient qu'ils avaient hâte de retourner à l'école. Il y a un enfant qui était avec eux, qui, lui, était un étudiant de l'école du 3e cycle du Père Hazard et qui me demande, moi, est-ce que je vais pouvoir retourner à l'école? Il n'y en a plus d'école. Il savait que j'allais réparer les autres écoles, mais la sienne, elle est détruite. Alors là, tu penses vite, hein? Tu penses vite. On ne pouvait pas encore s'engager à faire des constructions. On a dit, on va commencer par réparer et on va avancer comme ça, petit pas, petit pas. Alors, on a commencé par déblayer les espaces pour pouvoir me rendre aux édifices. Alors, on n'a pas eu le choix. On a réussi à trouver des pelles mécaniques. Évidemment, Mission Corail a investi pour... même si ce n'était pas des réparations pour l'école, ça nous permettait d'avoir accès aux espaces, au terrain. Et il fallait aussi c'était dangereux, là, on devait ramasser ces débris-là. Alors, on a commencé par cette zone-là, les 2 écoles, ramasser les débris de l'église, puis nettoyer là, le terrain pour nous permettre de pouvoir apporter les marchandises pour faire les réparations. Alors, la rentrée scolaire a été déterminée pour le 4 octobre dans la Grande-Anse pour les écoles qui ont été affectées là, par le tremblement de terre. Alors, notre objectif était que l'école devait être prête et belle pour le 4 octobre. Il fallait que les enfants soient à l'école. Est-ce que l'école était prête pour le 4 octobre? Oui. Oui? De peine et de misère, mais oui. OK. On a eu beaucoup de défis, mais pour faire une histoire courte, oui. Oui. Mais comment est-ce que vous avez reconstruit l'école? On a réparé l'école et pendant ce temps, le Père Hazard a reconstruit avec les débris qu'on a sortis de l'église. On a tout récupéré, des tôles, des bois, des briques. Alors, on a reconstruit. En fait, il a reconstruit. Ça fait 5 semaines, parce que tu étais là depuis le 1er septembre. Ça fait 5 semaines. Oui. Crois-moi que les journées étaient très, très bien remplies. C'était occupé. On commençait très tôt et on finissait très tard. Et le Père Hazard a construit une école temporaire juste devant l'école Saint-Jean-Bosco pour faire une école de 3e cycle. C'est très temporaire.
Et tu vois, on a annoncé justement au Père Azor que nous allons contribuer aussi à son école. Donc là, on fait la fondation de l'école là, dans les prochains jours, là, même ça va être avant Noël. Et il va avoir aussi du mobilier parce qu'il a vraiment tout perdu. Alors, on a une commande de mobilier qui va arriver là, au cours des prochains jours. Alors, on s'est impliqué, pas juste à l'École Saint-Jean-Bosco, mais aussi dans d'autres écoles, parce que c'est notre mission, une mission éducative. Alors, on a fait les réparations pour les 2 écoles. On s'est assuré que tout soit prêt. On a eu beaucoup de défis. C'est pas toujours facile. Puis quand il arrive des événements comme ça, bien, il y a des gens aussi qui veulent profiter de la situation. Il y a des gens qui vivent beaucoup de détresse, beaucoup de misère, puis il y en a d'autres qui veulent en profiter. Alors, ça a été le cas dans cet épisode là, de l'École Saint-Jean-Bosco. On a eu des défis importants. Et c'est ce qui fait que j'étais partie pour 1 mois et que je suis restée 3 mois. La dernière fois qu'on s'est parlé, Michel, je te disais, j'ai des commandes encore sur la route, des marchandises, bon, tout ça. Et, oui, je pense que c'est un de tes reportages que tu avais fait. Oui, là, si exactement. Oui. Tout à fait, avec les enfants de l'école, oui. Quand la journée est terminée, bon, parce que tu dois t'endormir très vite, tu n'as pas le temps de compter beaucoup de moutons. Là. Non. Comment on réalise tout ce qu'on est en train de faire? Tu es loin de ta famille, tu es loin de chez vous. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Parce que là, tu construis une école, mais d'ailleurs, hier, on annonçait encore un séisme de 4,6 sur l'échelle de Richter, là, sur une échelle de 9. Alors, c'est encore un séisme qui vient d'affecter les gens de Corail. Tout à fait. Mais comment on vit ça, là, parce que tu es loin de chez vous? Est-ce que tu t'ennuyais? Non. C'est pas fin, hein? Mais j'ai pas le temps. Quand je suis là-bas, là, j'ai pas le temps. Tu sais, j'aime beaucoup mon monde, hein, c'est bien sûr, mais j'ai pas le temps. Là-bas, là, ça occupe tout ton corps, tout ton esprit, tout ton âme. Il y avait tellement de choses à faire. On était dans une situation d'urgence et de survie. Alors, toutes mes énergies étaient pour moi et pour les gens que j'aidais, pour la communauté. C'est sûr qu'après, avec le temps, bon, là, tu y penses, mais je te dirais que dans le premier mois, j'ai pas eu le temps. Parce que tu as été là 3 mois. J'ai été là 3 mois. Tu partais pour 1 mois. Oui. Et tu as décidé de rester 2 autres mois. Oui. Est-ce que tu avais hâte d'arriver? De revenir au Québec? Oui. Non. Non. Ton chum nous écoute, hein? Je sais. Mais il le sait aussi, et il le sait que je vais repartir. T'sais, mon cœur est là-bas, ça fait des années que je le dis. Ça a été difficile. Tout au long de la mission, j'ai vécu plein de choses. À certains moments, je me suis re-questionnée. Est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce que je fais ici? Bon. Est-ce qu'il y a eu des périodes de découragement? Ah oui. Oui. Ah oui, oui. Ah oui. Oui, dans les derniers mois, là... profond ou... Oui. Oui? Oui, j'ai eu un épisode là, où vraiment je me suis questionnée. Et comment on va dans ça là quand... Parce que tu peux pas revenir, appeler à l'aéroport, puis j'arrive, là. Donc, tu dois rester là. Comment on vit ça? Est-ce qu'il y a de danger de dépression? Est-ce que écoute, moi, est-ce que ça peut aller jusque-là? Bon, écoute, personnellement, je suis pas ce profil-là. Moi, je suis pas ce profil-là. Tu peux pas revenir comme tu veux, là. Non, c'est sûr, tu peux pas revenir comme tu veux. Puis, c'est normal de vivre des moments plus difficiles dans une mission comme celle-là. C'est normal. Je savais pas à quoi m'attendre. Alors ça, je me suis rappelé ça à certains moments, tu sais. Alors, je te dirais que la motivation... Là, ça, ce sont toutes des photos que tu as prises. Oui, tout à fait. Okay. C'est toutes mes petits mounes, là, ça. Les mignons quel âge comme il a, tout. petit bonhomme? Environ 6 ans, environ. C'est difficile de... Là, il est triste, lui. Non. Non? Non. Moi, si je regarde, il est malade. Il est malade. Aux yeux. Il est malade. OK. C'est ça, il est malade. On l'a soigné, d'ailleurs, tu sais, mais... Il reste à peu près 70 secondes, puis on va revenir. La suite va être demain. Mais est-ce qu'il y a de la maladie? Est-ce que, justement, par rapport au séisme, oui. Pas d'eau ou peu d'eau potable, pas de...
Il y a pas de médecin. Est-ce qu'il y a des médecins? Oui, il y a des médecins. On a la présence de médecins Est-ce que ce sont des cubains. médecins en mission ou des médecins de Corail? Non, c'est des médecins qui sont en mission. C'est des médecins cubains. Mais ils sont à Corail de façon permanente, en tout cas sur de longues ententes. Et on a aussi les sœurs, sœur Deouza, qui est infirmière, qui traite les gens au dispensaire. Mais oui, beaucoup de maladies. On parle, entre autres, des problèmes de yeux. Hein, on le voit ici, là, il y a beaucoup d'infections, des mycoses. Écoute, des parasites des vers, pas d'eau potable. Alors, on ne peut pas espérer autre chose. Beaucoup de maladies là, liées à l'hygiène, ça va de soi. C'est difficile. On va s'arrêter. On va se retrouver demain. D'accord. Et là, on va parler du retour. Oui. Du moment où tu décides de partir de Corail et que là, tu fais les démarches pour revenir au Québec, tout ce que ça a pris comme force, parce que ce que je comprends, c'est que tu étais quand même bien dans ton milieu. Alors, on en parle demain. Elle sera avec nous pour la suite et son retour. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité avec José Soucy. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.